Les amateurs de bel canto nous ont tellement habitués à des pamoisons béates dès que résonne un tri ou le moindre contrute, d'ailleurs bien ou mal placé, qu'on finirait presque par trouver bête l'opéra italien, tout juste bon à faire valoir les atours vocaux des divas capricieuses et à flatter bassement les instincts les plus vils ou les plus snobs des auditeurs. Or il fut un temps, figurez-vous, où le bel canto était à ce point ancré dans l'esprit et l'âme de toute une nation, je parle de l'italienne bien entendu, que certains pensaient, songeaient presque à construire toute une société sur son modèle. Ce soir, je reçois Alberto Zedda et Martin Kaltenecker. Avec eux, en attendant que la nuit vienne, nous allons voir qu'une vocalise peut vraiment vouloir dire quelque chose. Le final de la Sémiramide de Rossini avec le chœur philharmonique de Prague et l'orchestre du théâtre de Bologne dirigé par Alberto Zedda. Alberto Zedda, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes italien, bien entendu. Vous êtes même né à Milan, c'est une raison supplémentaire pour aimer le bel canto. Mais enfin, tous les chefs d'orchestre italiens ne se spécialisent pas, comme vous, dans le bel canto, la musique de Rossini en particulier. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné et finalement que c'est une prédilection, cette musique pour vous? C'est Rossini qui m'a amené à découvrir le belcantisme. Je dois dire qu'au début de ma carrière, je n'aimais pas trop le belcantisme, que pour moi c'était de l'hédonisme. Finalement, c'était... Enfin, à travers de l'expérience de Rossini, j'ai compris que la virtuosité belcantistique n'était pas seulement comme c'est un phénomène technicien, un phénomène de plaisir du chant. La virtuosité rossinienne, c'est une virtuosité qui
appartient plus qu'à la technique, à la créativité, à la fantaisie des interprètes. Et j'ai découvert que si on peut transformer la ligne belcantiste, l'ornementation belcantiste, un vrai sentiment, ça c'est une opéra qui n'est pas seulement d'interprétation, c'est participer à la création même de l'opéra. Et ça c'est le mystère de Rossini, qu'il donne à son interprète la possibilité de participer à la création, à la définition psychologique, disons psychologique entre comillas, parce que n'est pas une vraie psychologie. Rossini ne fait pas de la psychologie. Il tente la construction, il va droit à l'objectif majeur. C'est-à-dire une psychologie assez élémentaire, en fait. La psychologie, c'est élémentaire parce que il ne s'occupe pas de l'histoire des hommes, des particuliers, de décrire ce qui passe dans la vie humaine. Et il tente de retrouver l'homme à travers des grands sentiments qui lui appartiennent, qu'il doit chercher, qu'il doit vivre. Alors, il n'est pas intéressé à la passion de monsieur ou de madame, il est intéressé à la passion en général, à la passion entendue comme amour, comme douleur, comme tout ça, à la catégorie du sentiment. Et en ce sens, le chant belcantistique, qui c'est anodine, c'est un chant anonyme qui n'a pas des expressions directes, et prendre l'expression selon la capacité de l'interprète de lui donner cette interprétation, de donner un sens de douceur ou de ira, de fureur ou de régalité ou de grande noblesse, tout ça. Mais la ligne musicale, c'est anonyme. C'est l'interprète qui peut. Naturellement, Rossini prépare la situation. Il lui donne cette possibilité de chant. Alors je crois que c'est la seule vocalité qui donne à l'interprète cette possibilité d'intervenir directement sur le texte et de participer activement à la création. Ce qui veut dire, Alberto Zedda, que vous êtes plus libre, vous, comme interprète, lorsque vous dirigez du Rossini, que lorsque vous dirigez, par exemple, je sais pas, du Wagner? Sûrement, parce que Wagner, comme Verdi, ils ont tout préparé, tout prévu. Et si tu fais correctement ce qu'il a écrit et tu chantes bien, avec de belles notes, les couleurs justes, ça est fait. Mais avec Rossini, si tu chantes bien les notes, avec les couleurs justes, à la vitesse juste, comme ça, et ne tu donnes pas la vie à cette musique, ça peut être la plus ennuyante, la plus banale de la musique du monde. Rossini n'est pas un mélodiste, avez-vous écrit quelque part, Alberto Zedda? C'est pas en tout cas ce qui est essentiel chez lui. Non, je ne crois pas qu'il est un mélodiste. Je crois qu'il n'avait pas une grande facilité pour la mélodie. En effet, la mélodie rossinienne, c'est très difficile à rappeler, à se rappeler. Je peux chanter 10 motifs de Puccini dans un instant, mais ça m'écouterait beaucoup. Chanter 10 motifs rossiniens n'est pas facile. Et puis, ce sont des motifs très courts, très simples, c'est la construction qui passe, qui n'est pas une question de sviluppo, de développement de la fresque. C'est une construction, quelquefois, de microstructures. Et ça, c'est un autre des aspects qui m'intéresse beaucoup de Rossini. Ce n'est pas une composition facile d'inspiration. Non. Ça, c'est la construction de l'intelligence humaine. C'est pour cela que la France aime beaucoup Rossini, parce que la clarté cartésienne, c'est ce qui domine la musique de Rossini. Que c'est un métier peut-être, mais c'est un grand métier, un énorme métier d'orfèvre. Alors cette manière de composer, Alberto Zedda, que vous évoquez à propos de Rossini, donc de prendre des petites cellules, puis les répéter de manière obstinée, comme ça, ce qu'on a pu entendre ici dans ce final. Cette manière-là, finalement, elle rappellerait peut-être plus la musique de Beethoven, pour parler des immédiats antécédents de Rossini, que la musique de Mozart, parce qu'à propos de Rossini, on parle toujours de Mozart. Non, vous avez raison. Comme structure de la composition musicale, elle ressemble beaucoup plus à Beethoven, ou peut-être, on peut dire, à Haydn, plus qu'à Mozart. Mozart a une richesse harmonique que Rossini ne connaît pas, et une richesse mélodique que Rossini ne connaît pas. Alors, comme Beethoven a su créer
la quinta sinfonia, une quinzième symphonie, pa 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 pa, et à tout cet énorme mouvement, pa 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 pi 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 pa 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 pi pi, avec ces trois notes qui se répètent, et il a créé un monument que tout le monde aime, non? Et ça, c'est beaucoup rossinien dans l'esprit. Si vous comprenez la technique de composition du premier mouvement de la quinta sinfonia, vous avez compris un peu la création compositive, la forme, le vocabulaire musical de Rossini. Si on a beaucoup de liberté avec Rossini, Alberto Zeda, ça veut dire aussi qu'il faut parfois retourner aux origines aussi de ce que c'était que la création rossinienne. Ce que vous avez fait pour l'enregistrement suivant qu'on va entendre de vous, qui est le Tancrède, puisque vous avez en fait, je crois, pour cet enregistrement et pour les concerts et pour les représentations, réécrit en quelque sorte les cadences et un certain nombre de variations de vocalises. Nous sommes obligés à ça, la forme avec le da capo. Et surtout, quand il y a des répétitions, les mêmes phrases musicales avec les mêmes paroles, les mêmes textes, et Rossini a écrit ça parce qu'il s'attend que l'interprète change. Mais ce changement, cette variation, on croit qu'on doit faire des variations pour faire encore plus de virtuosité. Non, d'échanger les notes pour des raisons musicales. Non, la raison première, la seule raison pour changer des notes, c'est de changer l'expressivité. Donner à l'interprète, toujours l'interprète comme compositeur même, la possibilité de mieux souligner, de mieux évidencier, de faire plus évident l'esprit du moment, la situation, et en ajoutant à travers son propre vision musicale de la phrase, pas seulement la vision interprétative, mais une vision créative même, en changeant les notes, la possibilité d'augmenter, d'exagérer l'expression qu'il cherche en ce moment et de qui a besoin pour rendre la volonté du compositeur.
Nous écoutions Sumijo au deuxième acte du Tancrède de Rossini, dirigé par Alberto Zeda. Alberto Zeda, on va pouvoir vous voir dans quelques jours à Royaumont, où vous travaillez sur un opéra de Donizetti dont on va parler dans quelques instants. Royaumont, c'est un lieu où vous êtes venu très souvent, c'est un lieu que vous aimez beaucoup, une ambiance aussi. Je crois que dans ma vie, c'est la rencontre le plus importante du point de vue de l'éducation musicale. Parce qu'il y a cette liaison entre la théorie et la pratique. En vivant tous ensemble, c'est un échange d'opinions, de travail qui ne se termine pas avec la leçon, avec la répétition de l'heure à l'heure. Mais on suit à parler de ça quand on mange tous ensemble, comme le moins d'une fois. Et nous sommes un peu de moins ici, moins de la musique. Et ça va créer une situation tellement positive pour faire de la musique ensemble, c'est idéal. C'est-à-dire qu'à la Bille de Royaumont, on ne se contente pas en effet de répéter, mais on est tout le temps avec les gens. C'est un lieu qui est très retiré, quasiment un cloître, on pourrait dire. Et puis, ça permet donc d'avoir les musiciens avec soi, les chanteurs avec soi, et de faire un travail véritablement de fond. C'est que comme ça, on ne parle jamais seulement de l'opéra qu'on fait, mais on parle de la musique, on parle aussi de la profession, d'une vision de la profession. Et s'il n'y a pas de diva, j'espère qu'il apprend que la musique est quelque chose de vivant, qui n'est pas seulement une profession, mais c'est un peu une vocation. Alors je crois que c'est un lieu qui a quelque chose de mystique, de spirituel. Nous reporte à la situation idéale de la musique, et comme la musique, comme tout le fait de la culture et de l'esprit, en effet, à Royaumont, on ne fait pas seulement de la musique, on fait de la poésie, on fait de toutes les grandes expressions de la culture humaine. On vit quoi à Royaumont. Alors on pourra vous y voir donc samedi à 19h30 au réfectoire des Moines. Il y aura une reprise dimanche à 17h45 pour un opéra de Gaetano Donizetti qui extraordinairement sera donné en création française. Création française, mais c'est très rarement exécuté Même aussi. ailleurs, il y a beaucoup de pays où ce serait une création. Je crois qu'en Italie, il y a eu une ou deux représentations fantasmes, enfin un peu des fantômes, un peu mystérieux, pas officiels. Et c'est une opéra qui n'est pas encore entrée ou qui dans le répertoire normal. Et je me demande pourquoi, la raison pour laquelle. Parce que je dois dire que j'ai trouvé qu'avec une énorme surprise, moi-même, j'avais étudié un peu il y a 30 ans, cet opéra m'a très seulement pour l'aspect de l'instrumentation comme ça. Mais j'ai fait une étude pour la Société Donizetti sur l'instrumentation des opéras Donizetti. Je vais rencontrer, mais c'est cette fois que j'ai pu entrer dans la substance de l'opéra. J'ai trouvé une opéra joyeux, très, très... Et qui a admis l'expérience du rossinisme et qui contient tout comment dire, la nouveauté du vocabulaire donizettien. C'est une œuvre sans doute de Donizetti, mais qui part encore de la forme strictement. La forme qu'il va combattre, qu'il va changer dans quelques années, mais peut-être qu'il déjà désirait la changer, mais le destin qui a porté Donizetti a succédé à Rossini dans le même siège de Naples, qui c'était la plus traditionnelle, la plus... Et alors, il a peut-être souffert un peu cette expérience parce qu'il n'a pu aller contre. Rossini avait laissé une énorme impression, un énorme souvenir napolitain. Et alors, il est parti de Rossini. Mais c'est intéressant de voir immédiatement comme il a créé sa propre langage dedans l'expression rossinienne. Et pour cela, le chant qui nous pose des questions très, très, très difficiles, parce qu'il a la difficulté de Rossini, un peu moins, mais il a aussi la difficulté du chant moderne, disons du chant romantique. Et je crois que c'est très indicatif pour comprendre comme on doit chanter Donizetti, pas seulement ici, dans l'Olivo Pasquale, mais nous chantons bien Rossini aujourd'hui, nous chantons bien Verdi, je crois, mais nous chantons bien Bellini,
parce que c'est une expérience tout à fait du belcantisme pur et la mélodie nous guide, nous résolve les problèmes directement sur l'expression. Mais pour exemple, on n'a pas encore créé une vocalité donizettienne particulière et on chante de Donizetti ou à la Rossini, qui n'est pas juste, ou le romantique comme Verdi, comme ça, et encore n'est pas juste. Je trouve que notre devoir des prochaines années, c'est de développer, si on veut vraiment connaître et rencontrer la plupart des opéras inconnus de Donizetti, il faudra avant découvrir une clé de lecture vocale typique pour lui. Et c'est ça on peut travailler en ce jour et chercher avec les jeunes gens qui travaillent là avec moi à Royaumont. Alors on va écouter Alberto Zeda, un extrait de cet Olivo e Pasquale de Gaetano Donizetti dans une des deux seules interprétations qui existent, dirigée donc ici par Bruno Rigacci. Non fate strepito, non mi seccate, non voglio chiacchiere, andate, vado alla collera, mi volle il cuore, già sento crescere il mio furore, la benda collami sopra le ciglia, un terremoto, un parapiglia, abbia silenzio, per carità. O qualche avverja si creperà. Signore dici, non comprendrai. Silenzio. Signore uditeci, non comprendrai. Silenzio. Subito, non comprendrai. Questa smerto, misteri seccate, voglio chiacchiere, andate, già saio mi correre. Silenzio! Calmatevi! O qualche feria vi scoglierà! Non fate strepito, non mi seccate, non voglio chiacchiere, andate, non alla collera mi vuole il cuore, già sento crescere il mio furore, oh bella collami sopra le ciglia, un terremoto, un parapiglia, ma via silenzio, per carità, o qualche atoria si creperà, 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 o qualche atoria si creperà. Un extrait d'Olivo e Pasquale de Gaetano Donizetti, dirigé ici par Bruno Rigacci. Alors Alberto Zeda, on entendait bien dans cet extrait ce dont vous nous parliez à l'instant, c'est-à-dire cette trace de Rossini, mais c'est même plus qu'une trace, parce qu'on aurait fait écouter ça à quelqu'un qui ne savait pas, il aurait dit mais ça c'est du Rossini, parce qu'il y a l'effet d'accumulation dans le final là qui est typique vraiment de l'opéra rossinien. C'est un exemple très clair. Mais la modulation finale, c'est déjà Donizetti, et puis la cadence, c'est la cadence traditionnelle. Mais avant, il donne déjà sa personnalité. Et aussi dans ce pièce qui c'est peut-être le plus rossinien de tout l'opéra. Ça, c'est pas seulement rossinien le motif, c'est copié directement, c'est de la musique de Rossini. Alors on pourra entendre cet opéra Olivo e Pasquale dirigé par vous, Alberto Zeda. Ce sera samedi au réfectoire des moines de l'abbaye de Royaumont à partir de 19h30. Et puis deuxième représentation dimanche à 17h45. Je dis représentation, mais en fait ce sera un opéra en version de concert qui vous permet donc d'être au plus proche du travail vocal.
Sì, pas exactement un concert, sera un semi-stage, c'est-à-dire il y aura un peu d'action, mais naturellement seulement pour donner un peu plus de vivacité et de contact entre l'interprète et le public, comme dans tous les opéras comiques. Alors on va laisser Donizetti de côté quelques instants, Alberto Zeda, juste quelques instants pour parler de Giuseppe Mazzini, qu'on connaît assez peu en France. On connaît parfois son nom. Qu'est-ce qu'il représente pour les Italiens, Giuseppe Mazzini? Représente un espoir, une idéalité qui personne n'a encore réalisé. C'est une république idéale, c'est un État idéal. Il avait d'Italie une image superbe, merveilleuse, mais malheureusement plus fantastique et réelle. Mais le droit d'avoir des dream, des sogni, come si chiama? Des rêves, Des rêves. des idéaux. C'est un grand rêve, mais c'est un rêve très beau. C'est aussi, s'il n'est pas trop réaliste, mais quand même, il nous fait rêver. Alors Giuseppe Mazzini, on va en parler dans quelques instants avec Martin Kaltenecker. Précisons que c'est un des fondateurs, on peut dire, de la République italienne, de l'État italien, on va voir ça. Et puis c'était aussi quelqu'un qui faisait de la musique à une époque où les élites ne se contentaient pas d'aller à l'opéra pour se montrer, parce que lui, Giuseppe Mazzini, jouait de la guitare. Le menuet de la 12e sonate pour guitare de Niccolò Paganini, interprété par Frédéric Zigante, une œuvre dont on peut imaginer que Giuseppe Mazzini l'a joué, puisqu'il jouait de la guitare. Martin Kaltenecker, bonsoir. Bonsoir. Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien, puisqu'ils connaissent votre nom, ils connaissent votre voix, puisque vous êtes producteur chez nous depuis bien longtemps, producteur polyglotte, pourrait-on dire. Mais tous ne savent pas, nos auditeurs, que vous êtes aussi musicologue, auteur et traducteur. Ainsi, vous venez de traduire de l'italien. Vous avez présenté aussi une philosophie de la musique publiée en 1836 sous le nom donc de Giuseppe Mazzini, qu'il nous faudra présenter tout de même en quelques mots. On dirait aujourd'hui qu'il a été un aventurier et un homme politique à la fois.
C'est un idéaliste, comme vient de le dire Alberto Zeda, un homme politique, un journaliste politique, un auteur de traités philosophiques et un pamphlétaire avec une obstination, une seule idée: il fallait que l'Italie soit unifiée. Il a défendu cette seule idée en ajoutant que cela devait se faire dans aussi la foi qui devait renaître, dans la foi chrétienne après Parce le qu'il siècle avait des Lumières. vraiment une espèce d'appétit religieux qui était tout au long de sa vie qu'il a poursuivi. C'était un grand croyant, un idéaliste, et qui a en même temps, qui ne s'est pas contenté d'écrire comme ça des traités avec une belle rhétorique italienne pour dire tout ce qu'il fallait faire. Il a aussi organisé des complots, des soulèvements, des insurrections. Il a envoyé des caisses remplies de flingues, voilà, disons-le. C'était Il quasiment était- un terroriste. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est comme tel qu'il a été considéré, notamment par le roi du Piémont et par Cavour, qui, eux, voulaient, au fond, aboutir à quelque chose de comparable, disons, évincer les étrangers d'Italie, mais peu à peu, à leur rythme, à leur profit, et non pas brusquer les choses. Et Mazzini était effectivement quelqu'un d'idéaliste et un terroriste buté, condamné à mort in absentia jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais eu le droit de mettre le pied en Italie, même l'Italie unifiée en 61. Et voilà, donc à la fois quelqu'un de pratique, un agitateur, mais aussi quelqu'un qui avait une pensée très forte. Alors, pour avoir une idée de ce que c'était cet homme, on peut citer Carlyle, c'est vous qui le faites dans votre présentation de cet ouvrage. Carlyle, donc, qui écrivait à propos de Mazzini: il avait un énorme talent, c'était la seule de mes connaissances sans doute à posséder une intelligence comparable, mais à s'embrouiller également à ce point dans ce qui me semble être des visions sans espoir. Manière de dire que c'était un idéaliste, mais presque aussi un utopiste. Absolument, et effectivement, l'Italie était alors, dans les années jusqu'en 30, 40, 50, divisée en 8 États qui se sont progressivement défaits, qui étaient chacun soumis à une puissance étrangère. C'était le jeu entre les Français et les Autrichiens, en gros. Et donc, cela paraissait absolument absurde de vouloir d'un coup unifier ce pays, dont Metternich avait dit que c'était une idée géographique, mais non pas une entité politique. Journaliste pamphlétaire, vous l'avez dit, Martin Kaltenecker, mais aussi graphomane furieux, puisque son œuvre écrite remplit 100 volumes, tout juste. Oui, avec tous les sujets abordés qui ont trait à la culture. Il fallait aussi régénérer la littérature, la peinture. Il fallait faire connaître aux Italiens les ouvrages où il y avait des idées fortes, par exemple la littérature philosophique allemande, la poésie étrangère, les pièces de Victor Hugo, et tout cela passait par des traductions. Il avait tout un programme comme ça de l'éducation des jeunes, de la jeune intelligentsia, disons, italienne. Donc voilà, quelqu'un d'extrêmement actif et aussi exilé à Londres. Il n'avait donc pas d'emprise directe sur les événements, sauf évidemment à organiser des soulèvements. Et donc évidemment, il écrivait en fumant des cigares. Et il a dit un jour qu'au fond, ces cigares étaient un symbole, puisque ces idées aussi utopistes, comme disait M. Zeda, s'évanouissaient un peu en fumée vers le plafond de sa chambre. Et donc, auteur Giuseppe Mazzini, entre autres ouvrages de cette philosophie de la musique qu'on pourrait placer quelque part entre Fourier et peut-être le Berlioz de Fogna, puisqu'il s'agit d'une certaine mesure de construire aussi l'Italie à partir de la musique. Voilà, cela fait partie de ce programme de renaissance des idées, et Mazzini traite effectivement tous les sujets qui peuvent aboutir à ce but avec un seul texte qui est cette philosophie de la musique écrite chez des paysans alors qu'ils se cachaient de la police suisse à Grenchen dans le canton de Berne. Voilà, une soixantaine de pages très argumentées et un texte tout à fait rare puisque c'est un programme de renouveau de l'opéra, mais d'une manière philosophique et politique, et non pas pour critiquer le monde de l'opéra, les cantatrices un peu extravagantes. C'est pas Marcello, quoi. C'est pas contre-esthétique. Alors on va reparler donc de Mazzini et de cette philosophie de la musique. On va parler surtout des compositeurs dont il parle, en premier lieu donc Donizetti, mais aussi Rossini, et pas n'importe quel Rossini. Vous évoquiez la Suisse, Martin. Eh bien la Suisse de Rossini, la voici avec Guillaume Tell. Vogliam, s'affretti lo scempio del vile che su noi trionfò, si vendetta dell'empio facciamo, il sentiero di carni saprò, il
vogliam, s'affretti lo scempio del mille che su noi trionfò, si vendetta dell'empio facciamo, il sentiero di tardi saprò, il sentiero di tardi saprò. Extrait du Guillaume Tell de Rossini, c'était le chœur de vengeance des Confédérés dirigé par Riccardo Chailly. Et dans le rôle d'Arnoldo, il y avait Luciano Pavarotti, bien sûr, qui semblait presque avoir du mal. Alberto Zeda, vous en avez une explication au fait qu'on a du mal à chanter cela et que même Luciano semble avoir quelques problèmes vocaux? Non, non, je ne crois pas. Non, j'aimais beaucoup. Il a chanté les contre-do, mais avant, il a chanté tout ce qui est écrit avant, heureusement. Et comme ça, c'est idéal. Non, non, là, je proteste un peu seulement parce qu'il chante l'italien. Mais Guillaume Tell, c'est une opéra française à tous les effets. Et la vocalité, c'est conçu pour la chanter en français. Je ne crois pas possible aujourd'hui de faire Guillaume Tell en italien. En plus, c'est beaucoup plus difficile, en plus. Alors, fatigant. On écoutait ceci, donc ce Guillaume Tell, pour évoquer donc la personnalité de Mazzini, de Giuseppe Mazzini, qui disait à propos de Rossini: Rossini, réaction sublime de la personnalité humaine luttant sous l'étreinte sociale, protestation énergique de la vie italienne comprimée qui monte au ciel en gerbes de feu par des gammes ascendantes. Je laisse la suite. C'est extrêmement lyrique tout ça, Martin Kaltenecker, et pourtant Mazzini avait envers Rossini une position un peu particulière, c'est-à-dire qu'il reconnaît ce qu'il est, bien entendu, mais en même temps il dit qu'il faut aller plus loin. Oui, il dit que Rossini clôt une époque, que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique comme peu de personnes avant lui. Mazzini cite Palestrina, évidemment, puisqu'il est quand même italien, mais que maintenant, basta. Il faut trouver autre chose, il faut passer à une autre conception de la musique même et de l'opéra même. Et en cela, Mazzini est un peu entre deux feux. Il doit à la fois décrire l'apport de Rossini, il le fait avec un grand bonheur, je trouve, dans les images. Il dit par exemple que la musique de Rossini est comme le soleil de midi qui éclaire les figures, qui ne laisse pas d'ombre sur la place, sur le sol. Et donc, ça n'est pas un art de la demi-teinte, des nuances psychologiques. C'est ce que disait Alberto Zeda tout à l'heure également. Il donne des archétypes, il donne des forces, des énergies. Mais en même temps, maintenant, cette conception-là était arrivée à son terme. Il fallait passer à autre chose. Mais en même temps, Mazzini
n'a pas encore trouvé. Et c'est cela qui fait l'intérêt de cet essai, et aussi peut-être sa portée, son courage philosophique, on peut dire. C'est au fond la théorie d'un intervalle, d'un vide. Il dit au début, au moment où j'écris ces lignes, cette critique, peut-être quelqu'un en Italie, un jeune, trouve la conception et l'art nouveau qui va succéder à moi-même. Et évidemment, le lecteur maintenant, à notre époque, pense à Verdi. Mais pour Mazzini, cette personne n'est pas encore trouvée, et il avance à la fin de son texte la candidature éventuelle de Donizetti. À mi-mot, il décrit certaines œuvres de Donizetti où il y a un autre ton, un nouvel art, d'autres couleurs, et il dit pourquoi aussi Donizetti est plus proche des époques historiques qu'il dépeint, qu'il cherche la couleur locale, toutes ces choses-là. Mais enfin, c'est a priori une sorte de constat. Nous sommes à la fin d'une époque. Nous n'avons pas encore trouvé la pensée sociale, la pensée collective, la synthèse qui permettra de faire éclore un art qui ralliera tout le monde et qui, par là même, va aussi participer à ce moment d'unification dont l'Italie a soif, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un sous-titre, tout de même, vous parlez de social, de politique à la fois, il y a un sous-titre à cet ouvrage qui est vers un opéra social. Donc, C'est une description du traducteur qu'il s'est permise, que Mazzini ne met pas, mais quand Mazzini dit philosophie de la musique, il est évidemment intéressant qu'un Italien parle d'opéra, bien sûr. Mazzini parle de la musique instrumentale en la laissant aux Allemands, qui sont des gens philosophiques, un peu abstraits, un peu bizarres. Il n'a pas de contact avec cet art-là. Il n'a pas sans doute compris Beethoven, si tant est qu'il l'en ait entendu. Enfin, tout cela est un peu expliqué dans le commentaire. Mais a priori, bien sûr, l'enjeu pour lui, c'est l'opéra, n'est-ce pas? C'est aussi une œuvre collective, c'est un moment collectif, et c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qu'il faut rénover. il faut dire que l'opéra en Italie est alors déjà politiquement extrêmement fort. Vous racontez une anecdote des frères Bandiera en juillet 44 qui sont arrêtés, qui sont exécutés et qui vont au peloton d'exécution en chantant l'air d'un opéra de Mercadante qui meurt pour la patrie aura assez vécu. Ce qui veut dire qu'il n'invente rien, il reprend en fait une situation où l'opéra est déjà au centre de la société italienne. Bien sûr, tout le monde sifflote ou chante ces airs, et il y a tout un petit répertoire patriotique en fait que l'on a isolé des opéras à succès, avec des chœurs notamment, qui sont des slogans presque. Quand on chantait certains chœurs, on pouvait être suspect. À Milan, il y a des gens qui s'étaient fait arrêter parce qu'ils chantaient des chœurs de Bellini à teneur politique, sortis du contexte de l'opéra, bien sûr, mais qui avaient une sorte de force, comme un slogan d'une manifestation. Dans sa philosophie de la musique, donc, Giuseppe Mazzini, on l'a dit, il parle de Donizetti en particulier et d'un opéra qui est Anne Boleyn, et je vous propose d'en entendre un extrait dans une des versions célèbres de Maria Callas.
Maria Callas, en avril 1957, enregistré à la Scala de Milan dans cet extrait d'Anne Boleyn de Gaetano Donizetti. Martin Kaltenecker, il y a une sorte de paradoxe chez Giuseppe Mazzini. Il parle de Donizetti comme peut-être du musicien de l'avenir. Vous dites que le vrai musicien de l'avenir, ce sera Verdi pour lui, sans doute, mais il ne le verra qu'en partie, il l'ignorera. Paradoxe, je disais, puisqu'il est contre les lieux communs du bel canto, les trilles, les ornements et tout ce qui fait finalement la vocalité de Donizetti. Il y a un certain nombre de lieux communs, disons, du romantisme de son époque, évidemment, qu'il reprend, puisqu'il n'est pas musicien au premier chef. Et parmi ces lieux communs, il y a la surabondance des ornements, c'est-à-dire, au fond, une vanité du chanteur qui se greffe sur ce que voulait dire le compositeur. Il y a aussi la critique des instruments dont le fracas couvre les voix. Voilà, il y a un certain nombre de lieux communs, de clichés que l'on retrouve souvent dans les textes de l'époque, consacrés à Rossini aussi d'ailleurs, et qui laissent une trace chez Mazzini, c'est certain. Et à cela s'opposent des sortes d'intuitions qu'il a de ce que l'opéra devrait être, l'importance du chœur, là aussi qui représente la collectivité, la couleur locale. Il dit on ne peut pas faire chanter Romulus comme on fait chanter Médée, comme on fait chanter Henri VIII. Il faut spécifier. Et aussi, et c'est là qu'il est tout à fait prémonitoire, le leitmotiv. Il dit qu'il faut absolument attacher à chaque personnage une cellule musicale ou une couleur de l'orchestre pour caractériser cette personne quand elle reviendra. Et cela, c'est Wagner, ça. C'est exactement Wagner. Et cela fait d'ailleurs qu'à la fin du siècle dernier en France, on a parfois ressorti ce texte, des gens qui lisaient l'italien, pour le commenter, pour dire au fond, voilà, Mazzini est un pré-wagnérien, il annonce Wagner. Wagner n'a sans doute pas lu ce texte, c'est presque certain, encore que Wagner s'est beaucoup intéressé au mouvement politique que Mazzini avait fondé, la Giovine Italia, mais on ne peut pas dire que c'est une source de Wagner. Mais c'est absolument frappant à quel point la description qu'il tire d'opéra de Donizetti décrit techniquement ce que Wagner fera. Alberto Zeda, qu'est-ce que ça vous inspire, Giuseppe Mazzini, cette philosophie de la musique et ce Donizetti pré-wagnérien? Ouais. C'est encore de l'utopie. Alors, comme programme, c'est vrai, Donizetti se pose des problèmes, les problèmes que Mazzini dit et qui sûrement va vers la popularité de la musique. Vous voyez, Rossini, c'était très célèbre, mais il n'est pas un compositeur populaire, pas du tout. Et on se rend compte aujourd'hui, si on écoute en particulier l'opéra sérieux de Rossini, ça pose des problèmes très difficiles. C'est pour une élite, c'est très difficile à comprendre. Pas parce que n'est pas ce qu'il appelle cette coloratura, il l'appelle ornementation, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple ornementation. C'est un signe abstract. Alors, c'est une abstraction pure, mais pure, c'est-à-dire c'est de la grande abstraction. Alors, ça, c'est la modernité de Rossini. Et vraiment, il a conclu une époque pour la forme et aussi pour le belcantisme. Mais le belcantisme rossinien, c'est quelque chose qui va outre le belcantisme soi-même et arrive à créer une art artificielle, ce qu'on appelle vraiment l'art abstracte. Et l'art abstracte, c'est une art de la modernité qui vient après le romantisme. Alors, on a compris ce qui était vieux de Rossini, la forme, mais il n'a pas compris la nouveauté qui était dedans et qu'aujourd'hui, on peut bien comprendre si on a cultivé le plaisir de l'abstraction. D'ailleurs, de l'art. Les futuristes italiens, dans les années 1920, effectivement, ont repris Rossini pour ce côté un peu abstrait, un peu froid, un peu virtuose, qui recule un tout petit peu l'émotion verdienne, un peu brute, un peu prolétaire. Et effectivement, on peut fonctionner selon ce parallèle. Alors on va laisser la défense de Rossini contre Mazzini à un siècle et demi de distance. On va se quitter avec Vincenzo Bellini, puisque de la Trinité et du bel canto italien, c'est le seul qu'on n'a pas encore entendu, ici avec le final de l'acte 1 de la Somnambule.
Et c'est Alberto Zeda qui dirigeait ici le final du premier acte de la Somnambule de Vincenzo Bellini. Alberto Zeda, merci d'être venu nous voir. Je rappelle qu'on pourra vous entendre à l'abbaye de Royaumont à 19h30 samedi au réfectoire des moines et dimanche 17h45 même lieu pour une version de concert, une création française donc de l'opéra de Donizetti, Olivo et Pasquale. Ce sera dans le cadre de la saison musicale de Royaumont.